Après cette présentation, il y aura un temps d'échange. On va essayer de ne pas éviter ce temps-là. Et vous pourrez poser des questions, on y répondra ou pas, parce que peut-être que vous aurez des questions auxquelles on ne saura pas répondre. Et à la fin, on vous proposera un moment convivial, en tout cas on espère tel quel, autour d'un verre qui sera à peu près servi par la main. En même temps, 6 ans, un mandat de 6 ans, c'est normal que ce soit dense comme programme. C'est mieux. C'est vrai, effectivement. Alors, 30 secondes techniques, s'il vous plaît. Alors pendant ces 30 secondes, eh bien, un grand merci effectivement parce que vous êtes très nombreux et c'est vraiment très très agréable d'avoir beaucoup de monde et ça nous permet effectivement de passer l'ensemble des messages et l'ensemble du projet qu'on vous proposera pour les 6 ans à venir. Sachez en plus que ce soir on a la chance d'être, alors vous avez peut-être vu sur notre liste, on est 29. On est 29, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir 2 remplaçants, je pense qu'on est la seule liste à avoir des remplaçants. Et ce soir, on doit être à peu près 25, 24 ou 25, je crois. Les 3 ou 4 excusés sont effectivement soit au boulot, soit dans la capacité de venir ce soir. Donc un grand merci déjà à tout le monde d'être venu. C'est aussi ça, la cohésion d'équipe, et c'est important. C'est important parce que sur 6 ans, eh bien, on aura besoin effectivement de l'ensemble des forces vives. Avant de commencer, oui, je t'en prie. Je suis pris par la technique, normalement ça doit fonctionner. Normalement, mais logiquement, il y a toujours un petit problème. Non, c'est bon. Voilà, on avait, oui. Malheureusement. Alors, on voulait, avant de... Certains d'entre vous, certaines le connaissent ou le connaissaient. On voulait, parce que ça nous tenait énormément à cœur, voilà, rendre un hommage à une grande personne de Cervon, Michel Binetruy, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et, punaise, je ne pensais pas en plus. Michel a fait 2 mandats au niveau de la mairie. C'était à la fois un homme charmant, un homme érudit, un homme plein d'humour. Et il nous a quittés donc il y a quelques jours, un mandat avec Christian Daniel, avec Dominique Stabile. Il a été maire adjoint à la communication. Et il s'est éteint dans sa 78e année. Voilà, la cérémonie aura lieu demain à Valentin. Voilà. Et demain à 15h30 au cimetière de Cervon. Et on ne le fait pas, mais je vous demanderai d'applaudir. Allez, soyez gentils. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Vas-y. Alors, l'équipe qui est, pas devant vous, mais sur les côtés pour le coup, vous les avez vus sur les affiches, on a tenu à les mettre toujours le plus possible en avant. C'est une équipe qui date un petit peu. Certains d'entre nous travaillent ensemble depuis 6 ans, voire 12 ans. C'est une équipe qui a commencé à réfléchir sur ce que l'on peut faire demain à Cervon depuis la fin d'année 2024. En fait, on a rassemblé les forces vives qui étions prêtes à repartir et puis on a essayé d'aller chercher des compétences autour de nous. Au final, depuis la fin de 2024, on a fait des réunions et des dizaines de réunions. J'avais commencé à en prendre le compte, en fait, et j'ai perdu le compte, tellement il y en a eu. On a essayé de rencontrer toutes les associations de la ville. Alors certaines nous ont pas répondu parce que pas le temps, parce que pas disponible. On a essayé de réunir, de rencontrer les Cervonnais sur le terrain. On a fait des réunions de quartier, alors sous la pluie quelquefois, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais certains sont venus, c'était encore plus chaleureux en fait, les échanges. On a été sur le terrain devant la boulangerie, parce que c'est la tradition, chaque campagne électorale, vous retrouvez toutes les listes qui vont présenter leurs idées devant la boulangerie. On a été également devant Grand Frais, on a été à la sortie de l'école, enfin on a essayé d'aller vous chercher, d'aller percevoir vos besoins, vos idées. On a même fait des réunions d'appartements. On a été chez des gens qui nous ont invités, on ne s'est pas imposé quand même. On en a reçu d'autres, et c'était des moments extrêmement sympathiques et très enrichissants en fait. On a été sur les différentes manifestations, enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on a pu faire. C'est une équipe qui a été complète il y a à peu près 1 an. Depuis le printemps 2025, on était au complet. Le complet à l'époque, c'était 23, en fait. Et puis, il y a eu un changement administratif au 1er janvier.
Oui, mais on avait des remplaçants déjà. On avait déjà des remplaçants, effectivement, mais il a fallu trouver d'autres remplaçants. Pour le coup, puisqu'au 1er janvier, la commune a franchi la barre administrative des 3500 habitants, nous sommes 3560, et alors ça a pas mal d'impact au niveau administratif, et en ce qui concerne les élections, ça veut dire qu'on passe de 23 à 27 conseillers. Donc il a fallu qu'on soit 29 pour le coup. C'est une équipe qui est extrêmement solide, parce que c'est une équipe qui tire sa substantifique moelle en fait d'une expérience longue. Certains en sont à leur 3e mandat, d'autres à leur 2e. Et c'est une équipe. Voilà. C'est une équipe qui a une vraie implication dans le tissu associatif cerbonnais. On a des gens qui viennent d'un grand nombre d'associations. Alors je ne vais pas toutes les citer. C'est une équipe qui a des compétences. En fait, on n'a pas été chercher des gens pour trouver des gens. On a été chercher des compétences. On s'est dit, il nous faut quelqu'un qui s'y connaisse en gestion des ressources humaines. Il nous faut quelqu'un qui ait une vraie maîtrise des choses de la finance. Et on a constitué l'équipe qui est devant vous maintenant. Alors ça, c'est un exercice de style que l'on trouve assez fréquemment maintenant, un nuage de mots avec les différentes professions qu'on a essayé de mettre en avant. Et c'est une équipe qui est disponible aussi, parce que, alors ils l'ont prouvé pour ceux qui sont élus depuis des années, ils l'ont prouvé pour ceux qui nous ont rejoints depuis les dizaines de réunions que l'on a faites. Et en ce qui me concerne, la disponibilité, en fait, elle est de fait, alors je ne vais pas parler que de moi, mais j'ai la chance d'avoir une profession qui laisse beaucoup de temps libre. Je suis enseignant à l'université de Créteil. Et si je suis élu maire, en fait, je prends un temps partiel, c'est de droit à l'université, et mon temps de service, mon temps d'enseignement sera de 6 heures semaine. Ce qui devrait me laisser un petit peu de temps pour venir en mairie tout de même. Voilà, je vous avais dit une présentation rapide de l'équipe, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Bah c'est bien, on a déjà gagné 5 minutes, tu vois. C'est bien. À toi, Olivier. C'est bien, alors cette équipe, elle va être au service, enfin, nous l'espérons, elle va être au service effectivement des citoyens et au service de la commune. Mais gérer une commune, c'est quoi? Déjà, simplement, je ne veux pas vous donner tous ces éléments-là, mais il est important qu'on relativise aussi la nécessité d'avoir 27 et 29 personnes, et surtout des compétences pour exercer effectivement ce mandat, pour pouvoir gérer cette commune qui est un peu plus de 7 km, 7 à 8 km², une commune qui, comme vous le voyez en bas, les chiffres sont effectivement de fin d'année 2024, donc 46 équivalents temps plein, donc quasiment 50, c'est peut-être même 50 aujourd'hui. Il faut savoir que les données, on les récupère du site de l'administration fiscale, hein, puisque bien évidemment, toutes ces données, les données financières, sont disponibles pour vous comme pour nous sur le site de l'administration fiscale. C'est une commune qui a un budget prévisionnel en termes d'investissement de l'ordre de cette année 3 millions d'euros et 5 millions en fonctionnement, avec tous les reports bien évidemment. Donc c'est une commune qui, avec 8 millions d'euros, il y a effectivement nécessite qu'il y ait des vraies compétences pour pouvoir la gérer. Quelques éléments sur la population, je vous laisse regarder, c'est des éléments qui vous permettent de situer le contexte et ça nous semblait important de pouvoir vous les donner. Trois tableaux très simples qui vous permettent de situer en fait le niveau de la commune. C'est une commune, ce petit tableau vous donne en fait l'ensemble des produits d'investissement et de fonctionnement, c'est-à-dire quelque part c'est le budget chaque année depuis une dizaine d'années, et vous apercevez que à gauche on a effectivement 5 000 kg, donc ça veut dire 5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est sur une commune qui a évolué au niveau de ses produits et qui passe de 5, qui va vers 8 millions d'euros à peu près, quand on cumule investissement et fonctionnement. Donc c'est pas une petite commune, c'est déjà une belle commune qui au niveau financier a besoin d'être gérée sereinement et avec compétence. Vas-y. C'est une commune également qui au niveau de son équilibre et de ses résultats comptables et gérée, je dirais, avec des résultats qui lui permettent de voir l'avenir déjà au niveau de ses résultats, avec à peu près des résultats entre 500 000 et 1 million d'euros chaque année, ce qui permet de réinvestir les années suivantes et de travailler dans des conditions qui permettent d'avoir un peu de souffle. Voilà, c'était aussi des éléments qu'on voulait vous mettre à la découverte. Ce sont des éléments, je vous le rappelle, vous le verrez après, qui sont disponibles pour tout le monde, hein, donc chacun peut les récupérer. Vas-y.
La dette, on vous en a parlé, sur nos documents et sur nos flyers, on a fait état de cette dette. L'endettement de la commune était relativement élevé il y a une dizaine d'années, plus de 4 millions d'euros. On est aujourd'hui redescendu à 1,3 million. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'effectivement, c'est un endettement qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre pour l'avenir. Ça, c'est important. Et c'est aussi un élément important parce qu'on est au niveau de ramener à l'habitant, on est en dessous, alors c'est un mot barbare que j'ai découvert aussi puisque je ne suis pas issu moi de la fonction publique, la notion de strate, c'est-à-dire quand on se compare aux autres communes de même niveau, c'est-à-dire 3500 à 4000 habitants, eh bien on est beaucoup moins endetté. Alors, je vais être très honnête avec vous au niveau des chiffres, depuis 5-6 ans, 4-5 ans, que les autres communes de même nature. Donc, des éléments positifs, bien évidemment. Merci. Ces données sont disponibles. Là, ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins qu'une photocopie, enfin, au moins une capture d'écran, pardon, du site impôts.gouv.fr. Donc, tout le monde, l'ensemble des listes, a priori, il y en a qui ne les ont pas, mais l'ensemble des listes sont en capacité, effectivement, d'avoir ces éléments, de les analyser, de les traiter et d'en tirer un certain nombre de conclusions, d'analyses. Voilà, c'est sous réserve qu'on puisse effectivement l'analyser. Vas-y. C'est pour toi. Alors, on ne va pas faire un bilan exhaustif des choses que nous avons réalisées durant le mandat qui vient de s'achever. Un petit patchwork de choses qu'on a faites. Je vais juste faire un focus sur 2 ou 3 d'entre elles. Peut-être la construction du préau maternel, parce que c'est un des derniers projets qu'on a réalisé. C'est un projet qu'on a mis en œuvre depuis le mois d'avril l'année dernière. Est-ce que tout le monde voit bien? Au fond, c'est bon, il n'y a pas de problème? Ok, super. Le préau, peut-être la refonte du PLU aussi, parce que ce matin, j'étais à la direction départementale du territoire en Seine-et-Marne pour défendre le projet de PLU de la ville. Alors ça fait aussi presque 2 ans qu'on travaille sur le PLU et c'est en train d'aboutir. On va enfin pouvoir disposer d'un PLU digne de ce nom avec une certaine réglementation en termes de construction, en termes de places de stationnement. Enfin, tout a été repensé et calibré avec, on espère, précision. Je vais faire un focus aussi sur ce point-là, qui est très très important, parce que tout le monde a entendu parler du site Weber. Le site Weber, moi je refais très rapidement l'historique, Weber Broutin a été installé sur la commune depuis une petite quarantaine d'années. Ils ont décidé de partir, le site terrain privé a été mis en vente, il a été l'objet d'un certain nombre de convoitises. On a réussi à organiser avec le constructeur qui a été choisi le fait que la ville s'est retrouvée bénéficiaire d'environ un tiers du terrain, 8000 m² de terrain, 3500 m² de bureaux, pour un prix symbolique, en fait. Et sur ce projet-là, eh bien, il est possible de faire tout un tas de choses, on va en parler tout à l'heure. Et puis je parlerai aussi peut-être de celui-ci, parce qu'il est très récent aussi. Depuis le 1er janvier, les Servonnais peuvent enfin aller à la déchetterie de Brie-Contrebert. Alors ça paraît simple, comme ça, dit comme ça, mais je cherche des yeux mon camarade Joël, qui est là. Ça nous a demandé à peu près un an de travail, d'essayer de convaincre le CIVOM de passer un accord avec le CIETOM pour que les Servonnais qui adhèrent au CIETOM puissent aller à la déchetterie du CIVOM. J'espère que je vous ai perdu, c'était le but. Voilà. Il y en a peut-être déjà qui ont testé le CIVOM à Brie-Contrebert, oui? Non? Ouais. Tout se passe bien? Oui. Ça va? Ok, super. Normalement, ça ne se passe pas trop mal. En plus, il faut prendre la précaution de s'inscrire auparavant pour que votre véhicule soit reconnu et qu'il ait la barrière s'ouvre. Allez, le programme. Oui, alors c'est maintenant qu'on va commencer effectivement à égrener l'ensemble de l'équipe, ou tout au moins une partie d'entre elles, parce que tout le monde ne va pas forcément s'exprimer. Déjà, je tiens à m'excuser, j'ai oublié de me présenter. Donc, Olivier Mangin, je suis à Servon depuis 32, 33 ans, je crois, à peu près 33, 34 ans. Voilà, j'ai eu diverses activités au foot, etc. Enfin, voilà, ça fait pas mal de temps que je suis sur Servon et où je m'y plais beaucoup. Je ne suis pas présenté non plus. C'est vrai? Bah, c'est pour ça que je l'ai fait. Tu vois, c'est ça en fait une équipe, c'est-à-dire qu'il y en a un qui endosse en disant c'est moi qui prends la responsabilité de me faire taper sur le doigt.
Mais voilà, donc vas-y. Christophe Coulommiers, moi je suis Servonnais depuis 58 ans. Et alors dire que j'aime Servon, c'est une platitude, je crois que ça transpire. Allez, le programme. Un programme qu'on a élaboré en 6 thèmes principaux, et ils sont ensuite déclinés en items que l'on va essayer de vous expliciter, parce qu'ils ont tous un intérêt, il y a à chaque fois un vrai projet derrière. Le premier thème, c'est préserver Servon, bâtir notre avenir ensemble. Alors c'est Marjorie et Christophe qui vont présenter. Christophe, tiens Marjorie. Merci, bonjour à tous, Marjorie Daniel. Un peu le même profil que Christophe, hein. Je suis à Servon depuis 40 ans, j'ai 45 ans. Vous aurez peut-être reconnu mon nom, je suis la fille de Christian Daniel, qui a donc été aussi maire de Servon. Fille de Marie-Christine Daniel, qui a peut-être été votre médecin, puisqu'elle est intervenue. Sœur de Brunel Daniel, enseignante à l'école de Servon. Voilà. Ok. Vas-y. On voit tout. Alors, le premier sujet, parce que c'est le sujet dont on parle le plus, l'urbanisme. Notre souhait, mais en fait, tout le monde vous dit ça. Personne ne va vous dire on veut construire comme des fous, on veut urbaniser ça. Évidemment qu'on ne veut pas ça, évidemment que nos adversaires ne veulent pas ça non plus. Il faut juste connaître les limites, ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire en fait. On veut, notre but en tout cas est de construire au juste besoin. Au juste besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre tout simplement à la nécessité qu'ont les Servonnais de trouver un logement. Ça veut dire, je vais faire peut-être une petite parenthèse sur la loi SRU. Est-ce que tout le monde est au clair sur la loi SRU, la loi 3DS? Je pense pas, non. Peut-être pas. Hein. Moi non plus. Hein. Un certain nombre de communes, 2500 en France, sont concernées par une loi qui s'appelle la loi SRU, qui impose, la loi SRU c'est une cinquantaine d'articles, il y en a un qui nous embête un petit peu, c'est un article qui impose aux communes d'avoir un certain quota de logements sociaux. Alors, 36 000 communes en France, 2500 sont concernées par la loi SRU, et pas de chance, Servon en fait partie. L'imposition pour Servon est de 25% de logements sociaux. C'est pas un choix. C'est pas une possibilité, c'est une obligation. Alors certains disent ou aiment à prétendre, ne le faites pas, il suffit de payer. Parce qu'effectivement, il y a une amende. Payons l'amende. Eh oui. Sauf que ça dure 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si l'amende n'est pas payée, le préfet dit on arrête de rire, il prend au maire le droit de faire une préemption, il prend au maire le droit de délivrer un permis de construire, et il y va. Alors là, il ne se pose plus de questions. Hein. Dès qu'il y a 10 000 m² disponibles, il fait 250 logements. Et comme ça, le quota de 25% est atteint d'un coup. Ça s'est passé à Dufresne, par exemple. Il ne faut pas croire que ça n'arrive jamais. Donc, depuis un certain nombre d'années, depuis que la loi SRU existe, la municipalité, notre équipe et celle qui a précédé, a eu le souci de répondre précisément au logement près, aux obligations de la loi SRU, pour ne pas subir les foudres du préfet, tout simplement. Donc ça, c'est les constructions au juste besoin. Je vais développer un deuxième point qui est un parcours de vie pour tous. Là aussi, je vais faire une petite parenthèse. Nous avons une spécificité à Servon, c'est d'avoir un habitat très majoritairement pavillonnaire, pratiquement exclusivement pavillonnaire en fait. Alors c'est formidable parce que comme ça, on peut se promener dans Servon, il y a une vraie qualité de vie. Ok, c'est super. Sauf que la population servonaise, comme les autres, elle ne rajeunit pas. Donc nous avons des Servonnais anciens qui se retrouvent dans une maison qui devient trop grande pour eux, une maison qu'ils ne peuvent plus entretenir, une maison qu'ils sont un jour obligés de quitter, et eh bien, il n'y a pas d'offre de logement de qualité grand sur Servon. C'est pas une surprise de dire ça. Il y a beaucoup de Servonnais qui, après avoir vendu leur pavillon, sont obligés d'aller trouver un logement. Je pense à une dame qui a été se loger à Brunois parce que, bien qu'ils ont vendu son pavillon, elle n'a jamais trouvé un appartement sur Servon. Donc, un de nos objectifs est de pouvoir permettre la construction d'une résidence de qualité, une résidence, alors on ne va pas l'appeler résidence senior parce qu'elle n'en aura pas le titre,
et une résidence axée en direction en fait, des gens qui cherchent un bel appartement sur Cervon. Voilà, à toi Marjorie. Alors, préserver Cervon et bâtir notre avenir ensemble, ça passera également par la construction d'un centre-village vivant et solidaire. Notre centre-ville, je pense qu'on l'adore tous. Il fait partie du charme de la commune. Mais il est menacé quelque peu. Et il y a des actions à mettre en place à l'avenir, notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la pharmacie, voilà. Et rencontre une problématique d'espace, de structure, et il va falloir trouver des solutions pour la maintenir en centre-ville. Également développer toujours plus les petits commerces de proximité, ça c'est quelque chose qui nous tient toujours à cœur, je pense à tous. Dans la notion de service public, on a aussi la volonté d'implanter une maison France Service. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce concept. En fait, c'est une maison qui va être ouverte très régulièrement pour accompagner les personnes dans toutes les démarches administratives relatives au service public, donc les impôts, tout ce type de démarches. Et donc, nous avons dans l'idée de demander, parce que ce n'est pas nous qui sommes décisionnaires de l'implantation de cette maison, mais de demander l'implantation d'une maison France Service sur Cervon, avec une petite idée en tête de réutiliser les anciens locaux de la police municipale à cet effet. Voilà pour la partie convivialité et accessibilité. Elle est bien développée dans le programme, je vous laisserai en prendre connaissance. Oui, alors c'est parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps de tout développer, mais je pense que vous avez bien pris aussi toutes les références. On n'a pas parlé de la partie environnement, on n'a pas parlé de la partie nature, des espaces. Je crois que vous le verrez dans le programme. Juste Christophe, avant, là, parce que tu parlais je dirais de logements sociaux. Weber, on n'avait pas une obligation, tu parlais de 10 000 m², il y avait 20 000 m², 21 000 m². 22 000 m². 22 000 m², mais c'était combien de logements au départ qui étaient... Oh, il y a eu des projets avec 220 logements, en fait. Et vous avez des projets, non. Ça n'a pas jamais été un projet de la ville. Il y a eu des promoteurs qui sont venus et qui ont dit, sur ce terrain-là, on peut faire jusqu'à 220 logements. Et finalement, vous avez réussi avec le préfet à négocier Alors finalement, on est tombé à 96 logements sur l'ensemble du site, en sachant qu'on en garde donc... Enfin, un tiers du site est revenu à la commune, on en est propriétaire maintenant. Ouais, donc c'est une vraie... Et voilà, tout à fait, ça nous permet d'atteindre notre quota triennal de logements sociaux. Et cette négociation avec le préfet, je suppose, nous met dans des positions plus simples, plus relationnelles avec lui, montrant notre bonne volonté. Et... C'est comme ça que ça marche, effectivement. Ok, d'accord, super. Alors pour la loi SRU, j'ai juste oublié de mentionner une chose, c'est que nous avons, nous, un quota de 25%. La loi SRU prévoit aussi pour certaines communes un quota de 20%. Par exemple, nos voisins de Brie-Contrebert ont une obligation de 20%. Nous, c'est 25%. Chevry-Cossigny, c'est 0. C'est comme ça. Parmi les choses qu'on essaie de faire avancer, et avec l'appui de notre député, c'est de faire baisser l'obligation de Cervon pour qu'on passe de 25 à 20%. Mais même ça va être très difficile. Il y a une vraie importance de la capacité à négocier en fait avec l'ensemble des interlocuteurs. Tout à fait. Ouais. Alors très rapidement, parce que là on dépasse on ne perd pas le temps, mais on dépasse le chrono. On est bon. Trois points dans cette transition écologique. Je vais développer le premier, une gestion de l'eau ajustée. Alors, on a déjà mis en place, par exemple, ça passe par de toutes petites choses. On a changé tous les robinets de l'école pour qu'il y ait maintenant des robinets de poussoir avec un temps très court. Parce que les enfants avaient tendance à laisser le robinet ouvert longtemps. Bref, ça passe par des choses comme ça. On souhaite, par exemple, mettre en place une aide à l'installation de récupérateurs d'eau. Nous souhaitons également mettre des récupérateurs d'eau, je vais y arriver, sur tous les bâtiments municipaux, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'eau utilisée autre pour l'arrosage que celle qu'on aura récupérée. Plus de nature en ville, vous avez vu, peut-être, non parce qu'il fait nuit, mais sinon vous auriez vu des moutons devant la mairie. Nous allons arborer le parcours de santé, nous allons mettre en place une cour végétalisée à l'école. Voilà, c'est aussi ça, la nature en ville. Ouais, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde et des citoyens d'avoir quelque chose où on soit avec la nature, qui donne des relations apaisées, je pense que tout le monde a envie de ça. Ouais. Merci. On
On passe à la thématique suivante, Allez. avec Gilles et Fanny. Je vous laisse vous présenter. Gilles Perrault, j'habite dans le secteur de la Croix-Blanche, je suis dans la commune depuis 22 ans maintenant, ça passe très vite. Voilà. Et puis Fanny, je vais laisser. Bonsoir, je suis Fanny Pezzali, j'habite à Saint-Roch depuis 4 ans et je suis directrice de la communication au Mets-sur-Seine. Et vous allez nous parler du village sûr et protecteur. Voilà, on va parler d'un village sûr et protecteur. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un message un peu plus doux que ce qu'on peut appeler comme la sécurité, par exemple. Alors, la sécurité au sens large, c'est pas une contrainte, contrairement à ce que les gens pensent. C'est la première de nos libertés, la sécurité. Et pour que chaque Cervonnais, du plus jeune au plus ancien, puisse se sentir protégé et écouté, nous allons engager un dispositif qui va être fondé sur 3 piliers. Le premier pilier, ça va être la présence humaine. La seconde, la technologie. Et la troisième, l'engagement citoyen. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur 4 actions. Une première est donc une organisation réactive et structurée. Alors, structurée comment? On va mettre en place un élu référent sécurité, prévention, gestion des risques. Cet élu, ce sera l'interlocuteur des habitants de Cervon. Et ce même élu, ce sera l'interlocuteur de nos partenaires institutionnels, que sont donc la police nationale, les sapeurs-pompiers et la préfecture. Et dans la deuxième point de structuration, on va mettre en place une réserve communale de sécurité civile. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est pour faire face à des événements qui sont imprévus dans la commune. Et on fait ça avec des bénévoles qu'on va former, bien sûr. Alors, si on veut imaginer, si on se met quelques années en arrière, on a eu des tempêtes de neige où les gens étaient bloqués sur la francilienne, qui ne pouvaient même pas monter la côte de Cervon, on aurait pu à cette époque-là, oui, c'est mieux, on aurait pu à cette époque-là, ça n'a pas été fait, et la salle de Roger Coudert n'a pas été autant mise en place par la préfecture, mais on aurait pu accueillir ces personnes qui étaient dans leur voiture. Et bien, une réserve de sécurité civile, ça sert à faire ça. Il se passe un événement, on appelle les gens, ils se déplacent, on les réunit dans une salle, on donne des missions, on met des lits en place, on met des trucs de couchage. Voilà. Alors ça c'est quand il y a la période de crise. Et puis après la crise, on peut aussi s'en servir pour le post-crise, par exemple, lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles, et ben pour aider les concitoyens à remplir leurs documents plus facilement pour avoir les indemnisations. Je dévoile pas les 2 autres, un astreinte technique permanente. Mais oui, parce que l'urgence, ça n'attend pas. Donc l'astreinte technique, on va faire en sorte qu'elle soit permanente. Et le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est une chose qu'on souhaite mettre en place avec la CCOB. Cette bestiole, entre guillemets, on étudie les chiffres de la délinquance. Par rapport à ça, ensuite, on prend des dispositions qui peuvent être prises avec les services de police, avec les bailleurs, avec les gens qui s'occupent des jeunes pour les former, les instruire, etc. Et de manière à faire beaucoup de prévention sur le sujet pour éviter justement cette délinquance. On va passer ensuite au deuxième sujet qui nous intéresse sur les 4. Une police municipale de proximité et modernisée. Nous ne voulons pas une police municipale de bureau. Nous voulons des policiers municipaux accessibles et sur le terrain pour pouvoir parler aux habitants. Alors pour ça, on va les équiper aussi. Vous verrez, on va leur donner peut-être des VTD pour qu'ils puissent se déplacer rapidement, mais pour autant plus facilement, parce que quand on est en voiture, on ne peut pas parler aux gens. Vous voyez? Donc c'est assez compliqué. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Le renforcement des effectifs, ben oui, il va falloir renforcer les effectifs, mais le but, c'est pas qu'il y ait plus de policiers au même moment dans la commune. C'est qu'on élargisse la présence le soir, mais aussi le week-end. C'est pour ça qu'on devra un peu augmenter notre effectif. Le déploiement de la vidéoprotection, vous savez comment c'est, on en a déjà. Et ben on va essayer de combler les endroits où on a quelques lacunes. Et puis une chose qu'on veut vraiment déployer, c'est la vidéo-verbalisation. Alors, je sais que c'est un gros mot, hein, c'est tout de suite, on va être pris, on va devoir payer des amendes, c'est un truc de fou. Non, l'objectif, il est de s'occuper des chauffards et de s'occuper des gens qui ont des conduites dangereuses. Hein, c'est le seul objectif. L'objectif, c'est pas d'utiliser ça pour mettre une amende de stationnement. C'est la police municipale de faire ça, avec dans un premier temps un rôle de sensibilisation, et puis quand on ne comprend pas, après forcément il faut passer d'un cran, mais l'objectif il n'est pas là.
La création du centre de surveillance, je ne le déploie pas. Et par contre, le déplacement pédestre en VTT, j'ai un peu défloré le sujet tout à l'heure. Effectivement, on veut que les policiers ils soient sur place et qu'ils puissent vous parler, vous faire part, et vous pouvez échanger avec eux. Lorsque vous trouvez des situations qui vous semblent dangereuses, des situations sur lesquelles vous ne vous sentez pas en sécurité, ben, quand on les rencontre, c'est plus facile. Je vais laisser maintenant la parole à Fanny pour les deux actions suivantes. Juste avant, parce que tu as un vocabulaire qui est vraiment très technique et très professionnel sur ce métier-là. Enfin, Je ne suis pas policier du tout. Hein. J'ai été pompier pendant quelques années, responsable entre autres de la caserne de Debrye pendant 5 ans. Ah, d'accord. Et ensuite, je travaillais sur le Val d'Europe à Lagny-sur-Marne. D'accord, je comprends mieux. De rien. Merci. Alors, À moi, toi, je ne suis pas du tout dans le secteur de la sécurité, mais je vais vous en parler quand même. La sécurité, ça passe pas seulement par la répression. Donc la répression, Gilles en a un peu parlé, c'est nécessaire, c'est attendu. Donc on mettra des actions en place. On va aussi mettre des actions de formation en place. On relancera le dispositif voisin vigilant solidaire. Donc je ne sais pas, vous connaissez tous, il y a plusieurs villes qui ont mis en place ce dispositif. Ce n'est pas uniquement de la répression ou de la surveillance, pas du tout. C'est plutôt des actions de solidarité et de prévention. On mettra en place des actions de prévention pour tous les publics, les seniors, par exemple avec des conférences pour éviter les arnaques, des stages de conduite, ce genre de choses. On mettra aussi en place des formations pour les jeunes sur les dangers des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est génial, on y est tous, hein, tous les candidats, tous en tant que personnes individuelles, mais il y a aussi des dangers, il faut former là-dessus, ça fait partie de la prévention. Et on continuera, parce que ça s'est déjà fait, les formations pour les gestes qui sauvent et la sécurité incendie. Donc là, Gilles pourra intervenir à loisir. L'objectif, c'est d'apporter donc plus de sérénité pour diminuer les incivilités grâce à des actions de proximité et de bienveillance. J'ai pas l'impression, et j'espère que vous aussi, que Cervon est un dangereux village, mais il y a de plus en plus d'incivilités comme partout en France, en tout cas partout en région parisienne, et donc on ne fait pas exception. Et il faut veiller à ça, et on pense qu'avec de la prévention, de la bienveillance et de la répression, bien évidemment, on pourra y arriver. On va aussi, donc je ne développe pas toutes les actions qui sont affichées, mais vous pourrez en prendre connaissance dans le programme, mais je suis sûre que c'est déjà fait. Oui. On agira également en faveur des déplacements plus sûrs, avec notamment la sécurisation de la traversée de la Nationale 19. Alors, on n'est pas les seuls décisionnaires, hein, je vois des sourcils qui se haussent. On le sait, on n'est pas les seuls décisionnaires, mais on travaillera avec l'État sur ce point-là, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez une famille et que vous aimez bien avoir un centre commercial à taille humaine, à proximité, qui est accessible à pied ou en vélo, vous avez aussi des craintes quand il faut traverser la Nationale 19. Donc on va essayer de faire en sorte que la sécurisation soit plus sûre, que la traversée soit plus sûre. On travaillera bien sûr avec les services de l'État là-dessus, parce qu'on n'a pas le choix. Donc ça risque d'être long, mais vous pouvez compter sur notre persévérance. Je vous parlais tout à l'heure de déplacements à pied ou à vélo. On va aussi faciliter donc les aménagements pour les mobilités douces et les personnes à mobilité réduite. On continuera d'aménager les chaussées, de mettre à jour la signalisation. C'est des choses qui sont déjà faites, mais qu'on va continuer pour veiller au confort de chacun. Depuis pas très longtemps, je circule avec une poussette, ce qui n'est pas comparable avec des personnes à mobilité réduite, bien sûr, mais c'est quand même un peu encombrant et pas forcément très malléable. Et donc, il y a des améliorations à apporter, on en est conscient et on fera tout pour que ce soit plus accessible et plus confortable pour tout le monde. Voilà, on a à Cervon un cadre de vie qui est quand même très agréable et avec tous ces aménagements,
avec un peu plus de répression. Donc ça c'est Gilles, et de prévention, ça c'est moi. On essaiera que ce soit toujours agréable pour tout le monde. Merci. Sans que ce soit une question piège, le dernier mot. Est-ce que intermodalité. Alors merci, parce que si c'est pas une question piège, c'est quand même pas super simple. Et on a un candidat tête de liste qui nous sort parfois des mots pas alambiqués, mais alors, c'est bon, peut-être... dont il a le secret. Intermodalité, je pense, Oui. que c'est Oui. le mélange de tous les modes de déplacement. Exactement. C'est par exemple la possibilité de pouvoir aller avec son vélo jusqu'à l'arrêt de car et après monter dans les transports en commun. Donc ça veut dire par exemple un parking pour vélo près des transports en commun, si je comprends bien. C'est ça. En fait, l'intermodalité, c'est quand on va d'un point A à un point B en utilisant plusieurs systèmes de transport. Ça peut être le pied, le vélo, après vous enchaînez à monter dans le bus, ensuite vous prenez le train. Voilà l'intermodalité. Et aujourd'hui, effectivement, le bus passe sur la Nationale 19 et en fait, il n'y a pas grand-chose pour se garer pour aller prendre le bus. Voilà. Et comme on veut, nous, favoriser les mobilités douces, eh ben, on va essayer de faire en sorte de pouvoir mettre un parquage à vélo à proximité de la Nationale 19, sécurisé bien sûr, parce que le but c'est quand même quand on rentre d'avoir encore son vélo. mais là, un peu l'idée. Merci. Excuse-moi. On va passer au thème suivant, sur le Cervon, village humain solidaire, avec Christelle, Lia et Christophe également. Le micro de Fanny. Ah, tu l'as, super. Christophe, tu veux le micro peut-être? Non, c'est Bon, on va juste commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Christelle Pereira dos Reis. Je suis sur Cervon depuis 2002. C'est mon deuxième mandat, donc ça fait 12 ans que je suis élue. Et je suis actuellement déléguée à l'enfance et jeunesse. Bonsoir, donc moi je suis Lia Neveu, assistante maternelle à Cervon depuis déjà 12 ans. Voilà, je suis aussi bénévole sur la commune sur pas mal de choses depuis un certain temps. Voilà. Je crois que c'est Christophe qui va commencer pour parler du projet de l'école. Merci. Alors, j'ai parlé du site Weber tout à l'heure. J'ai expliqué qu'environ un tiers du site, on avait réussi à le faire rentrer dans le giron de la commune. Et en fait, il y avait une finalité derrière. La finalité, c'est de répondre à une nécessité qui s'impose à nous, qui est de faire en sorte de scolariser nos enfants dans des conditions optimales. Alors, l'école de la Butte au Berger, actuellement, elle a 40 ans déjà. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle a été conçue pour 12 classes. Et que l'année dernière, il y en avait 18. 18 classes dans une école conçue pour 12. Ça veut dire pas de salle informatique, ça veut dire plus de bibliothèque, ça veut dire 3 bungalows dans la cour, ça veut dire un espèce de couloir qu'on a utilisé comme salle de classe. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, quand on a eu la possibilité de s'approprier une partie du siège social de Weber et Broutin, on s'est dit, bah là, il y a possibilité de faire une école. Et on a monté un projet avec un architecte qui est cervonnais d'ailleurs. Et ce projet, c'est un projet de seconde école. Pas une école monstrueuse, une école de 8 classes. On n'a pas besoin de 8 classes sur le site Weber. Les logements qui vont être arrivés sur Weber vont environ générer l'équivalent d'une classe, une vingtaine d'enfants seulement. Donc la finalité de l'école Weber, c'est pas d'accueillir les enfants qui seront à Weber, c'est surtout et d'abord de faire baisser la pression sur l'école de la Butte au Berger et de la faire redescendre à 12, 13 classes, c'est-à-dire un niveau confortable où on va pouvoir ouvrir une bibliothèque, il y a une salle informatique, il n'y a même pas de salle des maîtres, tellement dans l'école de la Butte au Berger, ils ne peuvent pas tous y rentrer tellement les petites. Donc voilà, c'est ça la finalité. Alors, sauf que ça coûte très cher. Alors ça coûte un peu moins cher parce que au mètre carré, grâce au fait que nous allons réutiliser des locaux existants, on a un prix qui est de l'ordre de 53% du prix au mètre carré d'une école neuve. Donc on a une économie de 47%, vous avez fait le calcul. Mais ça implique quand même une somme conséquente, on est entre 6 et 8 millions d'euros. Alors, hors de portée pour les finances de la ville, donc nous avons pris notre bâton de pèlerin et puis on est en train de négocier des subventions avec l'État, la région, l'Europe, le Fonds vert, le département. On en a obtenu quelques-unes, on a commencé ça fait plus d'un an maintenant, on n'a pas toutes les réponses et on va continuer. Si on arrive à obtenir les financements nécessaires, eh bien on ira.
Il y a aussi par-delà maintenant un autre problème qui s'est greffé, c'est la baisse de la natalité. Je vous disais tout à l'heure que l'école de la Butte-au-Berger, c'était 18 classes l'année dernière, c'était vrai. Cette année, c'est 17 classes. L'année prochaine, peut-être 16, puisque l'éducation nationale, c'est pas nous qui décidons, c'est l'éducation nationale qui décide de fermer ou d'ouvrir des classes. Qui a une boule de cristal pour savoir quelle sera la natalité dans 2, 3, 4 ans? Bonne question. Donc il y a ces deux paramètres-là qui, pour l'instant, sont sur la table et qui vont nous permettre de décider si on fait ou pas cette seconde école. C'est à moi. Alors moi, je ne vais pas vous parler de tous les points, comme on disait tout à l'heure. Je vais vous parler d'un point, puisqu'il revient souvent en fait dans la bouche des parents, qui nous demande un assouplissement des modalités d'inscription au périscolaire. Donc ce qui concerne la cantine, l'accueil du matin, du soir, et les vacances. Alors on a plusieurs problématiques. Effectivement pour la cantine, à l'époque, moi quand j'ai commencé, le délai d'inscription était d'1 mois. Il est passé à 1 semaine, maintenant il est de 24 heures. Donc on a quand même progressé. L'idéal, ça serait, comme dans plusieurs communes, de s'inscrire le matin même. Sauf que nous, on est une petite commune et on a un prestataire qui est sur Ozoir-la-Ferrière, qui dessert beaucoup de villes et qui en fait nous impose un délai d'inscription. Alors on travaille avec la CCOB sur une cuisine centrale intercommunale qui permettrait déjà de travailler avec des producteurs locaux, voilà, d'avoir une meilleure qualité au niveau des repas, puisque c'est pas toujours, voilà, pour manger à la cantine de temps en temps pour tester, c'est pas voilà, toujours top, et qui permettrait aussi, possiblement, de s'inscrire le matin même. Donc ça, c'est en tout cas, on travaille dessus avec la CCOB, donc c'est un projet. Je ne sais pas pour quand il peut avoir lieu, mais en tout cas... Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Sinon aussi l'assouplissement par rapport aux vacances scolaires. Alors le problème se pose surtout sur l'été, puisqu'effectivement il faut que les animateurs posent leur congé comme n'importe quel travailleur et qu'ils ne peuvent pas poser leur congé le 30 juin. On est obligé d'imposer des délais qui sont assez importants aux parents, qui peuvent être compliqués pour certaines professions. Et du coup, on est en train de travailler sur le fait qu'on pourrait, puisque ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a ouvert juillet-août, donc qui a permis à certains parents d'ailleurs de les soulager par rapport à la garde pendant l'été, on aimerait peut-être agrandir les effectifs des animateurs. Donc on va se fier, on va faire une moyenne sur les dernières années, et puis comme ça on va pouvoir effectivement embaucher pour l'été. En plus, il y a pas mal d'étudiants qui ont besoin de bosser l'été, et ce qui permettra de repousser les délais d'inscription pour les parents. Un autre point aussi qu'on aimerait faire, c'est qu'actuellement, les parents n'ont pas la possibilité d'inscrire et de désinscrire pour les vacances scolaires. Je vous explique. Par exemple, pour le mois d'avril, ils doivent inscrire leur enfant, je ne sais pas, entre le 1er et le 15 février. Ils peuvent les inscrire, mais pour les inscrire, il faut payer pour pouvoir valider les inscriptions. Mais ils ne peuvent pas désinscrire. Donc c'est un gros problème pour certains qui peuvent avoir entre-temps le papy, la mamie qui peut garder les enfants, qui peut avoir un stage sportif. Donc on aimerait aussi pouvoir travailler sur cet assouplissement. Donc il faut qu'on travaille dessus, qu'on réfléchisse comment faire effectivement pour résoudre ce problème. Je vais vous parler d'un deuxième point qui va être assez rapide. En fait, c'est l'aide au BAFA et au permis. Alors, en fait, je vous dis qu'il va être assez rapide, c'est parce qu'on a déjà travaillé dessus. Donc, on a déjà fait un règlement, on a déjà fait des contrats, on a tout prévu. Et en fait, brièvement, c'est une aide à hauteur de 500 € pour 5 BAFA et 5 permis sur l'année, et qui serait pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Il y a certaines conditions, bien sûr, il faut qu'ils soient étudiants, ça peut être aussi par rapport aux ressources, et qui serait en échange de travaux d'intérêt généraux dans la ville, au service de la mairie, qui correspondrait à ses compétences, ou tout simplement aussi aux besoins de la ville. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est déjà prêt, qu'on n'a pas pu passer parce qu'il faut le passer au conseil municipal pour le valider, et qu'en fait, quand on est un peu trop près des élections, il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre. En fait, on ne peut pas mettre de nouvelles choses quelques mois avant les élections. Donc tout est prêt, donc quand on sera élu, on n'aura plus qu'à voter. Je passe la main à Lia qui va vous parler du tissu associatif. Voilà, donc je vais vous parler du sport et de la culture donc à Servoux. On a, du coup, on a eu la chance de rencontrer certaines associations, comme disait Christophe tout à l'heure,
qui nous ont du coup apporté des informations sur leurs pratiques, comment les locaux, etc. Et ce qu'ils souhaitaient en fait mettre en place dans l'avenir, leurs desiderata, leurs ambitions, leurs aspirations. Et donc ça nous a permis en fait de chercher à trouver des idées, comment aider les associations pour mettre en place les meilleures choses. Et donc, par exemple, moi je vais vous parler de la bibliothèque. On a rencontré l'association de la bibliothèque qui, c'est vraiment un lieu vraiment super sympa, qui est finalement assez peu utilisé, malheureusement pour ce que c'est finalement. Et on a constaté qu'il y avait un problème de signalisation, notamment. Donc on veut installer une meilleure signalisation pour la bibliothèque. Alors bon, bah, voilà. Si vous voyez là dans l'espace, on le voit d'ici, mais on ne le voit pas de l'extérieur. Donc installer des panneaux d'affichage pour signaler la bibliothèque. On nous a aussi parlé de boîte à livres. Donc on va installer une boîte à livres extérieure, qui permet aux gens de rendre leurs livres par l'extérieur, comme ça permet de rendre son livre même si on ne va pas à la bibliothèque. Et là, la bibliothèque arrive à saturation de son espace, donc on ambitionne un agrandissement de cette bibliothèque pour pouvoir permettre de développer justement des nouveaux projets avec les bénévoles de l'association, de la bibliothèque, notamment par exemple les lectures à voix haute. Il y a aussi un projet de ludothèque, donc de prêts, de jouets, de jeux de société, pour les familles, les enfants et tout ça. Voilà, on espère pour ça, du coup, faire un lieu plus chaleureux et plus sympathique d'accès. Voilà, donc après, je peux vous parler aussi notamment des besoins de réhabilitation de certains lieux, notamment la salle Roger Coudert. Voilà, donc on projette d'améliorer parce que on a un super beau programme d'animation et c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir accueillir le public dans des meilleures conditions. Voilà. On a aussi rencontré l'association de tennis qui aimerait, qui a besoin de réhabiliter aussi. Il y a une fuite sur le toit du lieu, des terrains de tennis, réhabiliter les terrains. Et ils aimeraient en fait proposer un nouveau sport qui est assez méconnu pour le moment, le paddle. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est un mélange entre le tennis et le ping-pong. Le squash, pardon. Voilà. Donc on aimerait faire des nouveaux terrains de squash, de paddle, pardon. Voilà, et on a aussi rencontré la pétanque qui aimerait installer une pergola pour justement les moments de pluie. Quoi. Merci. La suite. Alors dans cette partie-là, moi je peux vous développer juste un élément on a rencontré l'association Danse Cervon, José, qui a vraiment des beaux projets à proposer, notamment un projet qui nous a beaucoup plu. Ce serait un projet en fait de festival Danse Cervon, danse musique, où on réunirait en fait vraiment sur plusieurs jours, 2-3 jours on imagine, les associations de danse et de musique, le conservatoire, pour pouvoir faire en fait une fête qui pourrait, on l'espère, devenir un peu intercommunale, c'est-à-dire qui ferait vraiment venir les gens de l'extérieur vers nous. Et donc, voilà. Et on aimerait aussi, il nous a proposé carrément de trouver un artiste vedette qui pourrait être un peu le parrain de cet événement. Donc, on a trouvé ce projet vraiment super sympa, donc on avait envie de le proposer. Donc, si vous connaissez un artiste vedette, n'hésitez pas à venir dans la famille, on est preneurs. Merci. Juste peut-être, moi j'avais envie juste d'évoquer le budget participatif parce que c'est tout de même donner la main aux citoyens. Christophe peut-être, non, juste, même si on n'évoque pas tout, ce que je trouve. Oui, effectivement, le principe est assez simple. Le principe est de voter un budget, pareil, de quelques milliers d'euros, que l'on mettra à disposition des Cervonnais qui vont candidater, qui vont exposer leur projet, qui vont dire, voilà, on pourrait faire ci ou ça, et puis le conseil municipal choisit les 2-3 projets, pas beaucoup plus, et ils seront réalisés en fait, grâce à cet argent.
Voilà, et puis le parc canin, je pense que les autres listes le proposent aussi, donc je crois que c'est peut-être pas la peine. Puis on ne peut pas tout développer, on a Voilà, dit. exactement. Tu as raison, tu as raison. Oui, merci beaucoup. Alors, toujours sur cette notion de village humain et solidaire, Martine, qui a eu quelques petits problèmes, mais il n'y a pas de souci, va nous parler donc de la solidarité intergénérationnelle et du CCAS. Bonsoir, donc je suis Martine Chenet et j'ai le plaisir d'être maire adjoint en charge des affaires sociales depuis maintenant 12 ans. Alors je vous prie de m'excuser de rester assise, je suis partie au Vietnam, ça n'a pas réussi. Leur TGV, leur train à grande vibration font que maintenant j'ai des vertiges et j'ai un problème au niveau de l'oreille interne. Donc si vous me croisez dans la rue et que je titube, je vous assure, je ne bois pas. Si vous nous accordez à nouveau votre confiance, je serai très heureuse pendant les 6 ans à venir de continuer à accompagner les Servonnais et les Servonnaises qui rencontrent des difficultés à certains moments de leur vie et aussi de continuer à proposer des moments de convivialité aux seniors auxquels je suis particulièrement attachée. Alors, je ne vous ferai pas des promesses irréalistes, mais je peux vous dire que nous maintiendrons toutes les aides et toutes les activités qui existent aujourd'hui. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, est un outil essentiel de la mairie pour faire vivre la solidarité dans notre commune. Concrètement, le CCAS intervient à tous les âges de la vie. Pour les familles, nous continuerons à proposer toutes les aides pour les personnes qui seront en difficulté, que ce soit loyer, facture d'énergie, l'eau, la cantine, le centre de loisirs, etc. Et nous continuerons à organiser aussi des sorties familiales, comme celles que nous avions proposées au Puy du Fou, au parc de Beauval ou à Thoiry. Pour les personnes âgées, malades ou handicapées, nous maintiendrons le service de repas à domicile et pour un tarif imbattable, moins de 5 € le repas. Pour les seniors, nous continuerons à organiser des séjours, des sorties, des ateliers et des moments de convivialité comme les repas, les colis, la galette des rois et bien sûr toutes les sorties et voyages. Nous n'oublions pas non plus les jeunes de la commune avec une aide pour les activités sportives et culturelles des enfants de 5 à 18 ans en fonction des revenus des parents, ainsi qu'une aide pour le transport des étudiants qui ont plus de 22 ans et qui n'ont plus d'aide de l'État. Enfin, nous continuerons à proposer de nombreuses activités aux résidents des Charmilles, les lotos, les anniversaires, les cours de peinture, la lecture à voix haute, les repas partagés, les activités avec l'association Adams, ainsi que les activités avec des bénévoles d'Algeco. Ce que nous souhaiterions mettre en place et qui serait une nouveauté, en fait, c'est un fonds d'urgence, une aide financière exceptionnelle pour aider les personnes ou les familles qui traversent des difficultés financières importantes. Par exemple, un incendie dans une maison, des familles sur le point d'être expulsées, et sous forme de prêts remboursables en petite échéance. Et enfin, nous souhaitons que plus de personnes bénéficient de la mutuelle communale. Donc, à l'heure actuelle, nous avons une 40aine de personnes. Nous organiserons une nouvelle réunion d'information pour que plus de personnes en bénéficient. Je vous remercie. Merci Martine. Alors, sur la dernière partie de cette partie village humain et solidaire, c'est un sujet... pardon, excuse-moi. C'est un sujet donc autour du tissu associatif. Vas-y, tu peux y aller. Merci. Autour du tissu associatif. L'objectif, on a une vraie chance à Cervon d'avoir un tissu associatif qui est vraiment très très important, avec des acteurs qui sont des acteurs qui deviennent des acteurs sociétaux. En fait. C'est-à-dire les associations aujourd'hui, elles sont des partenaires indispensables de la municipalité, et la municipalité est un partenaire indispensable aussi pour les associations. L'objectif, c'est dans ce tissu associatif, c'est d'essayer de leur faciliter la vie, mais aussi en même temps de faire un travail avec eux au niveau mutualisation, là où c'est intéressant, là où c'est possible, mutualisation sur des logiciels, des systèmes d'information pour les adhésions par exemple,
mutualisation sur des règles et des normes, puisqu'il y a de plus en plus de normes, l'économie sociale et solidaire devient un pan d'économie très important. Et l'idée, c'est d'aller aider les associations là où elles rencontrent des difficultés. Et puis en même temps, échanger avec eux et partager les bonnes pratiques. Donc c'est pas simplement une réunion d'associations en début d'année pour distribuer les salles. C'est vraiment faire en sorte que ces associations deviennent des vrais partenaires, qu'on s'organise effectivement sur l'ensemble des événements de la commune, qu'on les aide en termes de tout ce qui est juridique et tout ce qui peut être notamment social. Il y a un certain nombre d'assos qui ont du personnel également. Donc d'avoir en fait un soutien pour leur permettre de se préoccuper uniquement de leurs activités principales. C'est de la formation, c'est de la mutualisation, c'est de l'effet réseau, c'est du partage dans les appels à projets éventuellement. Voilà, c'est vraiment un secteur important de notre commune au niveau de la vie économique même de la commune, de la notoriété et de l'image que renvoient effectivement les associations. Donc il était important que nous ayons cette reconnaissance auprès de ce type de structure et puis une reconnaissance auprès de leurs bénévoles, avec peut-être un événement pour les bénévoles donc des structures associatives. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été un point qui a été évoqué, mais sur la mise en place effectivement d'un service, je dirais, de citoyens bénévoles au service de la ville. Là, on serait dans le même état d'esprit de dire il faut pouvoir reconnaître le bénévolat, les remercier, pourquoi pas faire une fête du bénévole, enfin avoir un moment important au niveau de la commune sur cette reconnaissance du bénévolat. Voilà, je ne développe pas plus parce que on pourrait en parler pendant plusieurs minutes. On va passer maintenant au thème suivant sur le village inclusif et citoyen. Je vais demander donc à Frédéric et à Jean-Marc de bien vouloir prendre le micro. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Déjà, merci de vous être déplacés. Donc, je m'appelle Frédéric Argenteau, je suis servonnais depuis 1999 et je travaille dans la gestion de projets informatiques pour des grandes entreprises. Les thèmes que nous allons vous présenter, les thèmes que nous allons vous présenter avec Jean-Marc me tiennent particulièrement à cœur parce que ça tourne autour de la participation aux affaires de la commune. Je vais vous parler de la valorisation des compétences des Servonnais et ensuite de la co-construction. Dans ces trois thèmes, j'en développerai un qui me tient particulièrement à cœur, c'est la création de pôles d'expertise. Lorsqu'on est dans une commune, l'intérêt c'est de pouvoir aussi mobiliser, de faire en sorte de donner envie aux Servonnaises et aux Servonnais, de pas seulement spectateurs, mais acteurs de la vie de leur commune, et aussi de pouvoir faire valoir ses compétences sans être nécessairement conseiller municipal. C'est-à-dire, lorsque on accueille des Servonnais, on leur dit, on leur souhaite la bienvenue, on boit un coup, mais c'est encore mieux si on essaie de savoir, tiens, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi vos domaines d'expertise? Est-ce que vous auriez un peu de temps ou est-ce qu'on pourrait vous solliciter par rapport à ce que vous faites sur tel ou tel sujet? Ça veut dire qu'en fonction de notre disponibilité, de nos compétences, on doit pouvoir avoir, si on en a envie, c'est vraiment le volontariat, si on en a envie de se signaler en disant moi je me débrouille pas mal là-dedans, je peux donner un coup de main, faites-moi signe. Donc tout ça, ça doit s'accompagner aussi d'outils pour pouvoir justement, dans le respect du RGPD, de la réglementation sur la protection des données personnelles, de savoir qui est expert, qui souhaite l'être, qui veut sortir de la liste de l'expertise s'il le souhaite également. Voilà. Ça veut dire aussi avoir un peu plus de porosité et d'osmose entre les Servonnais et les Servonnais et les équipes municipales dans le cadre des projets, dans le cadre de leur mandat. Le Conseil des sages, vous avez à peu près une idée, c'est de pouvoir aussi solliciter nos anciens pour, autant que faire se peut, profiter de leur expérience
éviter peut-être de refaire des choses qui n'ont pas marché. En fait, j'ai vu, il existe même une fédération, je crois, des conseils des sages. Enfin, il y a un regroupement au niveau national. Voilà. C'est assez pratiqué et c'est vraiment très bien. Alors, je vais peut-être aller un peu loin. Voilà, co-construire, je terminerai rapidement là-dessus, ça rejoint complètement le thème précédent que nous avons abordé, mais ça veut dire aussi avoir un effort accru sur la communication, c'est-à-dire qu'on a vu, vous avez vu avec l'équipe sortante qu'il y a un grand savoir-faire. On doit aussi travailler sur le faire savoir, parce qu'il y a plein de projets qui sont soit en gestation, soit bien lancés, et sur lesquels on aimerait être au courant. Il y a des organes de communication, le Cerveau Mag est un excellent exemple, mais peut-être qu'on a aussi besoin de quelque chose de plus interactif et faire que tout ça fonctionne complètement avec complémentarité pour s'adresser aux anciens, aux plus jeunes. On a le site internet de la mairie, on a une appli qui n'est peut-être pas assez connue, qui est super pratique et dont on doit développer le contenu justement pour des infos, des alertes, et dans l'autre sens aussi remonter des signalements de trottoirs dégradés, de poubelles renversées. Il y en a qui font ça très bien aussi. Voilà. Tout ça pour renforcer la proximité et le dialogue. Je passe la main à mon collègue Jean-Marc. Alors, ici pour avancer, on ne recule jamais. On recule jamais. Allez, à vos ordres, je t'en prie. Merci Frédéric. Bonsoir à vous, je m'appelle donc Jean-Marc Bernard, Servonnais depuis, je compte plus, une bonne quarantaine d'années, habitant à la Jarrie, donc en province, de l'autre côté de la Francilienne. Actuellement, et pour plus longtemps, maire adjoint en charge de la communication et de l'environnement, et puis également depuis ma retraite, donc ça fait 15 ans, responsable donc de notre bibliothèque municipale dont nous parlait notre camarade Lia tout à l'heure. Donc là, je vais vous parler du pôle servonnais du bénévolat. Parce que dans une commune comme la nôtre, la solidarité nous apparaît comme étant une valeur essentielle. Il y a beaucoup d'habitants, et j'en connais, ont ce désir et cette volonté d'aider les autres, mais il manque parfois d'un cadre pour faciliter cette entraide et cette démarche. C'est pourquoi nous proposons la création d'un pôle de bénévolat au niveau communal. L'idée est simple, c'est de permettre aux habitants qui souhaitent donner un peu de temps au service des autres de pouvoir le faire facilement. Ce pôle pourra mettre en relation des bénévoles avec des habitants qui ont besoin d'un petit coup de main dans leur vie quotidienne. Il peut s'agir de petits travaux, d'aide pour le jardinage, de dépannage ponctuel ou d'un transport occasionnel, et notamment pour des personnes âgées, des personnes isolées ou momentanément en difficulté. Je pense que dans une commune telle que la nôtre, une commune à taille humaine, beaucoup de solidarité existe déjà de manière informelle. L'objectif, ce n'est pas de remplacer ces initiatives, mais de les faciliter, de les coordonner et de leur donner plus de visibilité. Je veux dire qu'au fond, quelques heures de bénévolat peuvent parfois faire une grande différence dans la vie de quelqu'un qui connaît des difficultés. Et cela peut contribuer également à développer dans notre commune un climat de bienveillance et de convivialité. Je peux passer à la suite. Alors, je vais vous parler là de l'inclusion et des ateliers de sensibilisation. Parce que la différence, elle ne doit jamais être un frein dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale, dans nos rapports avec les autres. C'est pour ça que nous souhaitons renforcer la sensibilisation aux différentes formes de handicap que peuvent rencontrer certains habitants tout au long de leur existence. Parce que dans la vie quotidienne,
beaucoup de situations restent mal connues ou mal comprises. Il y a ce qu'on appelle tous les handicaps invisibles, ce qu'on appelle les troubles DYS, du genre dyslexie, dysorthographie, et il y en a 5 ou 6 autres, donc j'ai oublié les noms, mais qui sont difficiles à vivre pour ceux, malheureusement, qui en sont affectés. Il y a la perte d'audition qui n'affecte pas que les personnes avancées en âge. Il y a les troubles de l'apprentissage, cela affecte les plus jeunes, et il y en a effectivement beaucoup. C'est pourquoi nous proposons d'organiser des ateliers de sensibilisation ouverts à tous les habitants, et ce, en lien avec des associations et des professionnels qui sont concernés par ces différents handicaps. Ces ateliers, ils auraient pour objectif d'expliquer, de faire comprendre et de permettre à chacun de mieux appréhender ces situations. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement d'informer, mais c'est surtout de développer la compréhension, l'attention aux autres et permettre à ceux qui vivent personnellement ou dans un entourage propre de certains handicaps de trouver du soutien, des orientations pour pouvoir mieux les gérer, mieux les prendre en charge. Voilà, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Ouais, vous pouvez poser le. Alors, on va passer au thème suivant. Où est Fabrice? Voilà, on a travaillé avec Fabrice. Oui, ouais. On a travaillé avec Fabrice donc sur le thème suivant que je vais vous présenter, donc sur les éléments financiers et sur l'économie. Comment? Oui, non, mais c'est bon. Ah oui, pardon. Vas-y, tu peux y aller. C'est très gentil. Vas-y, tu peux tout dérouler. La première thématique, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la commune, les citoyens n'ont pas suffisamment d'informations sur ce qu'est le budget de la commune, sur ce que nous faisons, sur ce que nous utilisons. Et l'idée, c'est bien de vous faire participer. On a parlé de groupes experts, on a parlé de personnes qui étaient susceptibles de s'impliquer. L'objectif, c'est de dire, on va construire ensemble le budget, avec des débats d'orientation budgétaire qui nous sont rendus obligatoires par l'évolution, puisqu'on passe au-delà des 3500 habitants, mais de toute façon, on l'avait prévu. C'était dans notre programme. L'idée, c'est donc, aux alentours du mois de septembre, de faire participer celles et ceux qui ont envie, effectivement, à un débat d'orientation budgétaire, de faire des choix, parce qu'il est très facile après de dire dans mon quartier, il y a ça à faire, ok, en face, il faut qu'il y ait des ressources. Donc, cette idée, je prendrai l'exemple de la voirie, des travaux. Peut-être que, Joël, tu pourras nous donner quelques éléments sur la voirie. On entend régulièrement, il y a des trous effectivement dans la rue, dans ma rue, dans la Dame Blanche, à la Porte Rouge. Enfin, le problème, c'est que c'est quoi le coût, Joël, des travaux de voirie et l'idée, c'est de vous dire, il faut que vous participiez à ce travail. Parce qu'à un moment donné, on va avoir des choix à faire. Ces choix, c'est des choix qui doivent être transparents vis-à-vis de l'ensemble des Servonnais. Il ne suffit pas de dire simplement « Ah oui, mais la mairie, elle ne fait rien, ça, c'est pas fait. » Ouais, ok. C'est combien, la voirie? Donc, une idée de coût, par exemple, la route de Villemenon, vous avez tous vu abîmée à cause de la neige, le Seine, c'est 310 000 €. La route de Choigny, qui est la route qui va sur Centeny, on attend la route de Villemenon, c'est 500 000 €. Donc par rapport au budget qui a été annoncé au préalable de 3 100 000, aujourd'hui, il faut savoir que sur les 3 100 000, il nous reste pratiquement pour le budget d'investissement que 2 millions, parce qu'il y a tous les restes à payer de l'année précédente sur des gros projets tels que l'enfouissement des réseaux, par exemple, qu'on vient de faire sur la rue François-Leduc et Porte Rouge. Il y en a pour 500 000 €. Donc même si on a 30% de subvention, on ne finance pas tout sur une année budgétaire. Il y a les études sur une année N, et après, on bascule, on rembourse les fonds par rapport aux facturations sur l'année N+1. Joël, présente-toi, même si on te connaît. Donc, je suis Joël Bigot, je suis sur Servon depuis 2010, et je suis actuellement le maire adjoint en charge des travaux et du patrimoine. Je suis celui qui consomme le plus au sein de la commune. Merci Joël.
Donc l'idée, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous faites une boucle. Vous vous dites, on a des besoins, et en face, il faut qu'on ait des ressources. Ces besoins, c'est ensemble qu'on les détermine. Ensuite, c'est à nous, enfin, c'est aux futurs élus, de faire les choix, de prendre des décisions. Mais il faut que ces besoins, vous y participiez. Il faut que, lorsqu'on fera ces débats d'orientation, vous y soyez présents, de telle façon à ce que, au cours de l'année, on n'ait pas de regret à avoir fait telle ou telle action plutôt que telle autre. Et ce sera des choix qui seront faits en fonction de nos ressources, bien évidemment. Quant à nos ressources, la recherche de subventions, eh bien, il n'y a pas que la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État, qui est d'ailleurs très très minime au niveau de Cervon. Je crois que c'est moins de 40 000 euros, ce qui est vraiment très peu, mais qui est lié aussi effectivement au type de population, bien évidemment. Donc, il faut aller chercher d'autres financements. Ces autres financements, on va les chercher à l'ADEME, on va les chercher au CEREMA, on va les chercher sur quantité effectivement de structures, pas simplement l'Europe et les fonds verts, parce que c'est très difficile d'accès. Par contre, il y a quantité de petits réseaux avec la Banque des Territoires où on peut effectivement aller chercher d'autres financements. Ce n'est pas des gros montants parfois, mais ça vient compléter effectivement et ça nous permet de réaliser, de faire des réalisations. Voilà un peu Et quant à la transparence budgétaire, l'idée c'est de vous rendre compte, à minima, une fois tous les 6 mois, si les outils, parce que je n'ai pas connaissance des outils effectivement informatiques et de comptabilité de la mairie, si nos outils nous le permettent, l'objectif c'est peut-être à échéance des 6 ans d'arriver sur une représentation trimestrielle de telle façon à ce que tous les trimestres on ait au moins quelques éléments, que vous ayez quelques éléments sur l'évolution du budget. Voilà, suivant, merci. Optimiser pour mieux investir, là on rentre dans la mairie. On rentre dans la mairie, on rentre dans les contrats, de maintenance. Avec nous, on a la chance d'avoir dans l'équipe une personne qui est très pro des appels d'offres sur des grosses entreprises, donc qui est en capacité de relire, de revoir l'ensemble des contrats qu'on peut avoir à la mairie, et puis d'y trouver des petits gains de ci, de là. Si c'est 1 000 euros, c'est 1 000 euros. Si c'est 10 000 euros, c'est tant mieux. Donc, c'est vraiment avoir ce travail, bien entendu avec le personnel de la mairie et les responsables en mairie, mais avoir un suivi qui nous permette de vous dire, voilà où on en est, voilà pourquoi on en est là, et on sait pourquoi, plutôt que d'avoir des réponses un peu évasives qui ne vous permettent pas de vous satisfaire. Quant à l'économie globale, sur les commerces et les artisans, la priorité sera donnée, lorsque c'est possible, au local. On a suffisamment, il y a d'autres listes qui en partent, mais on a suffisamment effectivement de commerces, d'agriculteurs, de producteurs locaux de proximité, des artisans locaux de proximité. La mairie travaille déjà avec beaucoup d'entre eux, mais l'objectif c'est de satisfaire ces producteurs et ces artisans et ces entreprises locales. Pourquoi? Pour l'emploi. On en parlera après, mais c'est un élément important. Cervon était en 2024 à 6% au niveau de l'emploi, au niveau des demandeurs d'emploi. L'objectif, c'est effectivement, si on peut trouver 1 emploi, 2 emplois, 3 emplois pour des personnes de Cervon, ça ne sera que mieux. Donc, il faut vraiment qu'on ait aussi un cercle vertueux là-dessus sur ces priorités aux entreprises locales. Vas-y. Oui, parce que le registre des artisans, on en parle un peu après, c'est vraiment sur la vie économique. La vie économique viendra après. Cet item-là, on est sur la gouvernance et sur la nécessité. Là aussi, c'est un gros point qu'il faut qu'on améliore, parce que, voilà, il y a effectivement à dépoussiérer, pas le bon terme, mais effectivement à peut-être améliorer la gestion, optimiser la gestion au niveau de la commune, faire en sorte que vous ayez un retour de l'ensemble des actions que vous sollicitez. Je vais en mairie, je sollicite quelque chose, je dois pouvoir suivre mon dossier et puis avoir la possibilité de dire où ça en est, sans avoir besoin d'aller voir monsieur le maire, l'adjoint, le service technique, etc. Donc, de mettre en place des outils, c'est la mairie connectée, mettre en place des outils, notamment au niveau de la gestion et du suivi des demandes, qui vous permettent de suivre correctement vos demandes. La réorganisation des procédures communales, c'est tout simplement se poser la question de tous les process au niveau de la commune. Process au niveau ressources humaines, process au niveau achat, de telle façon à optimiser, à ne pas perdre de temps, à ne pas non plus être excessif, mais à améliorer effectivement l'ensemble des services et à permettre aux agents de la mairie de se former et de s'informer de telle façon à progresser aussi. On en a tous besoin, c'est absolument nécessaire. Puis les lieux référents par quartier, je pense que c'est indispensable pour créer ce lien qu'on souhaite avoir avec vous. On a parlé du bénévolat, on a parlé des groupes experts, on a parlé des conseils des sages.
On ferme la boucle en disant, vous avez un élu, il y a un élu référent au niveau sécurité, au niveau mairie de quartier, au niveau quartier, pardon, excusez-moi, mairie de quartier, au niveau quartier, on souhaiterait faire la même chose. Ça nécessitera votre participation parce que bien évidemment, un élu de quartier sans personne en face de lui, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'objectif, là aussi, c'est la proximité, c'est d'avoir de la liaison plus près avec les citoyens. Merci. Dynamiser l'économie et l'entrepreneuriat, c'est ce que j'évoquais il y a quelques instants sur l'emploi, sur les entreprises servonnaises. Il y a nécessairement des bonnes pratiques et des partages, des mutualisations à faire avec les entreprises locales. C'est peut-être une fois ou deux fois dans l'année avec eux, travailler sur la vie économique de Cervon, évoquer avec eux les problèmes de charges, les problèmes d'impôts, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au niveau juridique. Il y a beaucoup de petites entreprises et on peut tout à fait, notamment en proximité sur Créteil, il y a un certain nombre de services au niveau suivi de la vie économique des entreprises avec lesquels on pourrait travailler pour aider nos entreprises locales. Et puis avoir un gros point sur l'emploi. Je pense que c'est un élément primordial dans notre commune. L'association des commerçants, la partie qui est on parlait effectivement des artisans. L'objectif, c'est de favoriser en fait le travail que font les commerçants au jour d'aujourd'hui, en essayant de se regrouper, en essayant de créer des événements. C'est de participer à cette impulsion. Donc vraiment être un acteur de la vie économique locale au service des citoyens, au service des entreprises et des commerçants. Visibilité accrue, tout à l'heure Frédéric et Jean-Marc en ont parlé au niveau de la communication, c'est mettre en place les outils qui permettent effectivement à ces entreprises d'être valorisées. Que vous ayez effectivement, alors aujourd'hui c'est sur le petit agenda qui est envoyé en début d'année avec l'ensemble des activités, c'est de voir comment en interne, avec nos outils, systèmes d'information, on peut permettre à ces commerçants, à cette vie économique d'être valorisés. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour et je n'ai pas été trop long, je pense. Servons une commune forte dans l'intercommunalité, c'est le dernier point. Il est ah, voilà, Philippe. Avec Christophe, bien sûr. Je me présente, donc Philippe Bousquet, moi c'est mon 3e mandat, et je suis sur la commune depuis 1995. Voilà. Alors on y va. L'intercommunalité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de l'équipe, parce que autant la commune, on y est tous attachés bien évidemment, et on a la chance d'y être et on tient à la préserver et encore plus à l'embellir, mais on a la chance aussi d'être dans cette intercommunalité qui est aussi à taille humaine. On est dans une petite intercommunalité. Une intercommunalité assez étrange, puisqu'on est une des plus petites intercommunalités. On n'a que 4 communes. Et ça, c'est une vraie chance, parce qu'il y a 4 maires, simplement. Et chacun voit au chapitre, on s'entend, on se rencontre, et ça avance. C'est pas comme certaines intercommunalités où vous avez 100 000 habitants, 47 communes, mais évidemment, quand vous faites partie de ces 47 communes, vous êtes un 47e des voix, et puis ça n'avance pas. Là, je crois qu'il faut que l'intercommunalité, celle qu'on a avec la CCOV, la communauté de communes de l'Orée et de l'Abri, il faut qu'on la considère comme une chance, pas comme une contrainte en fait. Il y a plein de choses à faire avec nos camarades des communes à côté. Voilà, et à ce titre, on a commencé déjà dans le cadre de la préparation de notre projet, de notre programme électoral. On a déjà aussi eu quelques jalons avec certaines communes pour anticiper potentiellement certaines actions majeures. Oui, tout à fait. Et sans plutôt dévoiler trop de choses, on a déjà commencé à collaborer avec les communes voisines un projet pour les futures 6 années à venir qui mettra l'intercommunalité au service des communes en fait. Alors, je vais donner quelques exemples là, sur le renforcement des partenariats institutionnels. Donc là, ça fait un peu très, abstrait peut-être. Mais typiquement, on fait partie d'un petit syndicat au niveau de la distribution de l'eau potable, avec le CIES, qui est un syndicat qui nous lie avec la commune de Santeny. Et il est fort probable, alors il fut un temps, c'était envisager que ce soit une obligation, ce n'est plus une obligation, mais on aurait potentiellement intérêt à mutualiser ce traitement de ce service au sein de la communauté de communes pour avoir plus de poids
vis-à-vis de notre prestataire retenu. Donc ça, c'est un des exemples que l'on pourrait envisager à l'aide de cette communauté de communes. Exactement. Un autre exemple, une chose qui est déjà existante en fait, c'est que nous nous sommes associés avec Brie-Contrebert et Chevry pour avoir plus de poids pour le marché de la restauration scolaire en fait. Tout simplement parce qu'aucun prestataire n'acceptait de venir livrer 350 repas à Servon. En revanche, quand on s'est associé avec Brie-Contrebert et avec Chevry, c'est plus 350 repas, c'est 2500. Et là, pour le coup, on a eu plusieurs prestataires intéressés, on a pu négocier les tarifs. Voilà, cette logique-là, on veut l'étendre à tout un tas de domaines. Donc, des exemples de mutualisation que nous souhaiterions pouvoir mettre en œuvre. Gilles en a évoqué un concernant la sécurité, à savoir envisager d'avoir un centre de supervision urbain qui n'est pas à la dimension de la commune en termes de capacité, mais là, en groupant nos efforts et nos moyens, on peut potentiellement envisager ce genre de choses, de telle sorte à ce que toutes les communes, les 4 communes de la communauté puissent en bénéficier. Clairement, avoir un agent H24 derrière des écrans à Servon, c'est juste hors de portée en fait. Un agent H24, ça veut dire 3 postes en fait. Bon, à moins qu'on y mette les finances et que vous acceptiez de payer suffisamment pour ça, c'est pas possible. En revanche, si on fait au niveau de l'intercommunalité, ça devient jouable. Voilà, les achats coupés, ça fait aussi partie des économies d'échelle que potentiellement on peut envisager et qui ne sont pas réalisées de façon aussi notable qu'on pourrait le faire. Donc voilà, c'est un de nos exemples. Un autre point moi, que je tiens à évoquer, c'est le dernier, la réserve de personnel remplaçant. Alors c'est un peu abscon comme ça. En fait, on a quotidiennement un problème, c'est que sur environ 30 personnes qui travaillent tous les jours à l'école, eh bien, statistiquement, il y a toujours 1, 2, 3 absents. Et ça veut dire que le service est tendu systématiquement. C'est pas une surprise. Quand vous avez 30 personnes, les statistiques vous montrent qu'il y a possiblement toujours 1 ou 2 personnes absentes. Allez retrouver quelqu'un qui accepte de venir faire un remplacement de 4 jours à l'école de Servon, en travaillant à 7h le matin jusqu'à 8h30, en reprenant le travail à 11h30 jusqu'à 13h, et en le reprenant à 16h jusqu'à 18h. Vous ne trouvez personne. En fait, c'est pas compliqué, donc on n'arrive pas à trouver des remplaçants. On a commencé à évoquer ce problème avec nos voisins, et la création, la mutualisation d'un pôle de remplaçants permettrait d'avoir des personnels disponibles, parce que ces personnels auraient du travail fréquemment dans les écoles de Servon, dans les écoles de Brie-Contrebert, dans les écoles de Chevry. Et pour le coup, on aurait ce vivier de remplaçants qui viendrait soulager nos employés municipaux. La dernière diapo. Courage. Voilà, encore d'autres exemples d'apports que l'on peut amplifier grâce à la communauté de communes. Mutualisation de matériel, typiquement sur l'aspect événementiel, balisage, traçage routier, c'est d'avoir du matériel que l'on puisse partager et suivant un planning à définir, mais de telle sorte à être beaucoup plus réactif sur des actions très concrètes pour le bénéfice des Servonnais. L'échange de savoir-faire, on a tout intérêt également à aller voir nos homologues et puis faire également travailler ensemble les responsables des services techniques aussi, les pousser à aller chercher des méthodes peut-être d'organisation et de travail qui soient inspirantes. Et le partage de services administratifs, là il y en a un exemple auquel tu tiens plus particulièrement, je crois, Christophe. Oui, complètement. Il y a une vraie, et Olivier l'évoquait tout à l'heure, une vraie nécessité à aller chercher des subventions. Sauf que chercher des subventions, ça ne s'improvise pas, c'est un métier, il faut aller savoir à quelle porte il faut aller toquer. Nous n'avons pas à Servon la capacité d'avoir un employé qui fait ça toute l'année. C'est juste pas possible non plus. En revanche, au niveau de l'intercommunalité, il serait possible d'avoir une personne qui va ponctuellement répondre à un besoin de subvention sur Servon, à un besoin de recherche de subvention sur Varennes et Jersey. C'est vraiment l'exemple type de service mutualisé, à mon avis. Voilà, il y a l'aspect juridique aussi sur lequel on peut envisager de mutualiser des moyens et des compétences que nous n'avons pas spécifiquement sur la commune. Merci messieurs. Alors, juste peut-être une dernière petite précision que notre spécialiste système d'information et communication voulait faire avant qu'il intervienne. Je voudrais juste resituer en fait on est passé de 23 à 27 conseillers.
on est passé effectivement au-delà des 3500 habitants. Ça nous impose effectivement un certain nombre d'obligations, des conséquences institutionnelles, des conséquences financières, des conséquences en matière de transparence au niveau de la vie démocratique et des conséquences également au niveau de l'urbanisme. Donc ça nous oblige bien évidemment à monter notre niveau aussi de compétences. On y est tous prêts. Voilà, c'était, je pense, important parce que voilà, l'ensemble des personnes qui vous ont présenté les projets, c'est aussi des personnes qui ont son niveau de compétence et qui pourront vous répondre. Mais Frédéric, excuse-moi, Frédéric souhaitait simplement expliquer ce petit logo là, c'est quoi? Voilà. Rapidement, je suis désolé, c'est pas prévu. C'est en terminant en fait cette présentation commune que je voulais donner cet exemple-là de sollicitation d'expertise. C'est un logo qui n'a pas été fait sur ChatGPT. C'est un logo qui raconte Cervon, qui raconte un petit peu tout ce qui nous plaît dans Cervon, et qui a été fait par Jocelyn, mon fils, donc qui a entre autres corde à son arc du design. Voilà. Et ça nous a fait extrêmement plaisir de pouvoir féliciter les architectes. Désolé, je voulais pas, mais c'est fait. Merci Frédéric. Olivier, un petit truc qui n'est pas prévu. Oui, c'est pas prévu non plus. Olivier nous dit qu'on est en avance sur le timing. Oui, on est à 10 minutes. En fait, on va vous le refaire. Non, on va installer à boire, mais avant d'installer, peut-être qu'on pourra appeler tous nos collègues colistiers. Venez aussi. Et non, mais tout le monde, toute l'équipe, que tout le monde vous voit. Voilà, allez. Et peut-être. Oui, bien sûr. Et vous avez bien entendu la possibilité après de poser des questions, mais c'était de voir l'ensemble de l'équipe, et puis vous aurez l'occasion en buvant un verre avec nous de les rencontrer. Voilà. Donc Christophe. Alors je pense qu'on devait être une vingtaine, 23, 24 ce soir. Bah ouais, peut-être plus. Donc voilà. Donc super. Un grand merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Allez, on les applaudit. C'est très gentil. Merci. J'ai arrêté de faire l'animateur de soirée. On va... Des questions? Voilà. Allez. Pendant qu'on installe effectivement de quoi vous accueillir et de vous proposer, profitez-en, est-ce que vous avez des questions? Toutes les questions sont acceptées dès lors qu'on est dans des relations apaisées et que voilà, c'est avec grand plaisir. On a des micros, donc si... Oui. Est-ce que quelqu'un... Ah super. Bonsoir Olivier, bonsoir Christophe. Bonsoir. Ma question va sûrement s'adresser à mon voisin Gilles pour la sécurité qui est un sujet qui m'est cher. J'avais préparé un petit script que j'ai posté hier soir. Depuis plusieurs mois, voire maintenant près de 2 ans, Cervon, et plus précisément ses mobilités douces, sont devenus le terrain de jeu de groupes d'individus, les fins de semaine et les week-ends, en organisant des rodéos sauvages à 2 roues. Notamment, et je prends l'exemple de la piste qui relie Cervon, Leroy-Merlin, en tout cas Brie-Contre-Robert, mais aussi dans l'artère principale qui relie le centre-ville à Ferrol-en-Brie, qui est devenu un vrai terrain de jeu, proche des écoles notamment. Les beaux jours revenant prochainement, il est fort à parier qu'avec eux, ces individus reviennent également. Parfois, moi-même, j'en ai compté jusqu'à 15, squattant le lieu autour d'un barbecue, sur la voie publique, donc merguez saucisse, avec presque autant de motos qui se défiaient les unes aux autres en wheeling. Donc le wheeling, c'est le fait de rouler sur la roue arrière, et tout ça sur les pistes cyclables, en toute illégalité et à la limite de nous heurter lors de nos balades qui se voulaient familiales, reposantes, bref, tout ça mettant en risque notre sécurité personnelle. Donc là, tout à l'heure, j'ai bien noté, il y avait un pilier, c'est l'humain. Donc moi, je vais vous donner ma vision de l'humain,
Malgré plusieurs faits déclarés lors de mes appels auprès de la police municipale de Brie-Contrevert et nationale, puisque le week-end, vous l'avez à juste titre dit, c'est vide, force fut de constater que les forces de l'ordre n'ont eu que faire de ces signalements à l'été dernier, après avoir constaté l'absence d'intervention moi-même, totale après y être resté 2h45, en vue à minima de les amender et en tout cas de les déloger de là. Donc là, je renvoie au pilier humain. Donc, si vous êtes élu, j'y viendrai après, mais voilà, en tout cas, c'est une partie de la réponse. Ensuite, vous avez parlé du pilier technologie. Donc, dans la continuité, le parking situé face à l'école, qui devient maintenant le repère de jeunes, et ce depuis la sortie du Covid-19, qui est un lieu de rassemblement de voitures, notamment de la jeunesse, moi-même j'ai été jeune, et qui est devenu donc propice à la consommation d'alcool et de gaz hilarant. Donc une fois ces derniers partis, en tout cas à plusieurs reprises, j'ai pu constater le désordre, avec des bouteilles cassées par terre, des bouteilles de gaz qui traînaient par terre également. Voilà, donc proche de terrain, en tout cas de terrain de jeu pour nos écoliers qui profitent du parc. Et donc le proxyde d'azote, on en a parlé, excusez-moi, je lis en même temps mes notes. Et tout ça sous les yeux de la nouvelle caméra installée récemment, en tout cas il y a moins de 2 ans, non loin. Ma question donc, que prévoyez-vous concrètement de faire en cas de réélection pour endiguer ces phénomènes en local et donc ces problèmes de sécurité qui grandissent? Et après, j'avais une autre question, mais très rapide. À quand un gymnase à Cervon pour développer encore plus notre vivier de milieu associatif? Merci. Merci. C'est bien. C'est une question importante. Je rencontre le même problème que vous. J'habite à Croix-Blanche. J'ai plus d'enfants, mais j'ai des petits-enfants. Et pas plus tard que dimanche dernier, c'était déjà le cas. Donc je connais bien ça, j'ai les mêmes contraintes et je les subis comme vous aussi, les motos qui passent le dimanche à faire plein de bruit. Et moi aussi j'ai déjà appelé la police à ce sujet et on n'a pas toujours eu, effectivement, alors des fois oui, mais des fois absence de réponse. L'objet c'est de changer, et c'est bien ce qu'on vous propose. On vous dit déjà on va changer les horaires de la police municipale, on va essayer de les élargir, un peu le soir, le week-end, notamment à certains endroits. Mais c'est aussi ce qu'on vous propose avec le CISPD. Le CISPD, il permet de traiter la délinquance. L'intérêt de ce conseil, c'est que justement, régulièrement, les commissaires de police, ils sont présents avec les maires. Ils sont présents avec le responsable sécurité de la commune. Et du coup, on peut évoquer ça. Et on peut évoquer aux commissaires, on aimerait bien voir vos hommes plus souvent sur le terrain. Tel jour, il n'y avait personne. Tel jour, on a appelé, il s'est passé ça, on n'a eu personne. Et ça met de la pression sur le commissaire. Le commissaire ne peut pas tout faire, il est comme nous, il a des effectifs, il essaye de faire avec. Mais si on ne sensibilise pas le commissaire, on est loin, nous, du commissariat, vous savez. C'est aussi un autre problème. Parce que la police s'est refondue il n'y a pas très longtemps. Le commissariat qui intervient dans le cadre des événements que vous notez, il ne vient pas ni de Moissy-Cramayel, ni de Ponto-Combo. Il vient de Melun, monsieur. Et oui. Parce qu'à Moissy-Cramayel, c'est le juridique. Le commissariat, il s'occupe des histoires judiciaires. Le truc de terrain, c'est Melun. C'est comme ça qu'elle a fait la nouvelle organisation de la police. Je ne dis pas qu'elle est efficiente. Visiblement, j'espère pour eux qu'ils vont à un moment donné se poser la question de l'efficience. Mais ça prouve bien qu'il faut mettre en place des choses. Et si on n'essaye pas, en tout cas, on n'y arrivera pas. C'est un peu notre idée, nous, pour répondre à cette thématique qui est là. En ce qui concerne la vidéoprotection, oui, c'est enregistré. Sauf que pour pouvoir avoir accès aux images, il faut qu'il y ait des événements qui proposent à la police de venir les chercher. Alors il y a un délai, mais les policiers, vous savez comme moi, ils ont des nombres un peu parfois réduits, et donc parfois ils font leur choix entre est-ce que je dois résoudre un petit problème de délinquance avec quelques bouteilles de cassé, ou est-ce que je dois résoudre le fait qu'on a eu quelqu'un qui a été tué, et donc j'essaye de plutôt poursuivre celui qui a fait ça, ou celui qui a commis un vol. Donc c'est des choix parfois que le commissaire est obligé de faire. Comme le procureur de la République, vous écrivez au procureur pour signaler des événements, il en a 200 sur son bureau, il va en prendre 10, parce qu'il n'aura pas la capacité de traiter les 190 autres, malheureusement.
Donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire quand même bouger les lignes, police municipale plus présente, mise en place d'un CISPD au niveau intercommunal, et puis si on arrive à mettre de la vidéoprotection, et qu'on arrive à avoir cet homme derrière la caméra là, mais donc pas pour Servon, mais pour l'ensemble de la communauté, parce que Servon ne peut pas se le payer, c'est sûr, ça permettra de faire bouger les choses. Maintenant, c'est pas parce que potentiellement j'ai appelé la police une fois, ils sont pas venus, il ne faut pas l'appeler la fois d'après. Au contraire, même. Il faut même insister, il ne faut pas hésiter. Il y avait d'autres questions après, je crois, mais je ne sais pas si je l'ai pris au passage. Pour les je vais laisser monsieur le maire avant, enfin, c'est lui que j'aimerais bien qu'il soit maire. Pour le gymnase? Bah oui. En fait, actuellement, la communauté de communes de Lorraine-l'Abri est en train de terminer un gymnase sur Chevry-Cossigny. Et ben, nous estimons que, et je pense que Philippe sera complètement d'accord, que le prochain, c'est notre tour. C'est dans le programme. Alors, on ne pourra pas attendre les prochains Jeux Olympiques en France, parce que ce sont des périodes pour bosser dans ce monde-là, ce sont des périodes qui sont très propices à l'obtention de subventions. Mais il y a eu encore jusqu'à il y a 2 ans, la possibilité donc d'être financé sur... donc c'est de profiter en fait de ces moments importants au niveau national pour bénéficier en fait de, je dirais, d'appels à projets qui sont mis en place par le gouvernement sur toutes les structures, notamment sportives d'extérieur, ce qui a été fait il y a 2 ans, juste avant les Jeux Olympiques, enfin il y a 3 ans, juste avant les Jeux Olympiques. Voilà. Et le gymnase est effectivement dans les cartons, dans ces hypothèses sous réserve qu'on obtienne des financements, bien évidemment. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Oui, madame. Alors, on va peut-être... celui-là, les LHS. L'autre, celui-là. Quelqu'un peut... La dame qui est là-bas, madame Lelon. Levez le bras. J'arrive. Non, c'est bon, vous pouvez parler. Moi, je voulais revenir sur l'urbanisme. Oui, je voulais revenir sur l'urbanisme. Lors de votre présentation, vous nous avez montré beaucoup de courbes, mais pas la courbe de la démographie à Servon. Voilà, vous avez parlé de la loi SRU, on est imposé à 25%, prix à 20% et Ferrol à 0%. Donc on a certaines contraintes, c'est sûr. On sait tous que les logements sociaux, enfin quel impact ont les logements sociaux sur notre quotidien. Je veux dire, l'augmentation, on voit que les voies de circulation sont saturées. Ces logements sociaux, d'ailleurs, ne vont pas au profit des Servonnais. Pour les 2/3, c'est de la population qui nous est imposée. Et je voulais revenir sur plusieurs choses. La première, le dernier gros projet immobilier qui a été achevé, c'est la ferme Charpentier, cœur de Servon, où le projet immobilier fixé à 69 logements, et il en a été construit 80. 11 logements ont été construits de façon illégale par le promoteur, je ne dis pas avec la complicité, mais avec la connivence de la mairie. Ces propos n'engagent que vous, madame. Oui, alors je voulais justement, est-ce que si vous êtes maire, vous vous engagez vraiment à contrôler ces promoteurs? Est-ce que l'attestation de conformité a été délivrée aux promoteurs, ou est-ce que l'action juridique qui devait être menée à l'encontre de ce promoteur pour récupérer simplement quelques fonds qui pourraient servir à l'élaboration de votre projet? Vous avez plein de projets. Où en est cette action juridique? Voilà, la première chose. Et concernant le PLU, certaines parcelles à Servon fixent à 50% de logements sociaux. Est-ce qu'avec le nouveau PLU, est-ce qu'une enquête publique va être décidée? Si oui, à quel moment? Pour qu'on puisse se manifester. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre inverse, parce que je me rappelle plus de votre dernière question pour l'instant. Comme votre époux le sait, puisqu'il a participé aux réunions de travail sur l'élaboration du nouveau PLU, nous avons fixé à 25% et non pas 50%. Mais c'est une obligation légale de toute façon.
Donc là, dans le projet de PLU que j'ai été défendre ce matin à Melun, le pourcentage de logements sociaux est de 25 et non de 50%. Pourquoi par moi que Mais parce que la loi... Attends, c'est pas nous qui décidons. Brie contre Mer est à... on est à 17%, 16 et des poussières. Est-ce que, puisque vous étiez en collaboration avec lui, est-ce qu'on ne peut pas fixer au moins l'équivalent de Brie, quoi, de 20%? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Servon est un objectif de 25%. C'est fixé par l'État. Voilà, pour l'instant, on va aller dans le marbre. Nous négocions pour essayer de descendre à 20% comme Brie contre Mer, mais c'est le ministre qui décide. C'est pas le maire de Servon ni celui de Brie contre Mer. Voilà. Avec la fin de Weber, on arrive à 18%, je crois, ou 17,5%, un truc comme ça. Alors non, parce que on atteint, en fait, la loi vous oblige à atteindre 25%, mais on ne vous dit pas qu'il faut être à 25% demain. Vous avez des objectifs dits triennaux. On vous dit, dans 3 ans, vous êtes actuellement à 14, dans 3 ans, vous devez être à 16, dans 3 ans, vous devez être à 18, et voilà, ainsi de suite, on arrive à 25. Donc là, pour l'instant, on arrive juste, comme je le disais tout à l'heure, au logement prêt, à atteindre l'objectif triennal qui nous a été imposé. Si nous réussissons à faire baisser cet objectif de 25 à 20, on ne sera plus très loin. Il suffira de quelques logements pour atteindre l'objectif. Si on ne réussit pas, il faudra davantage de logements. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour répondre à votre première question, quant au site de Cœur-Servon, qui est à côté de nous, en fait, à notre grande surprise, le promoteur n'a rien fait d'illégal. C'est-à-dire que le permis de construire qui lui a été accordé, en fait, un permis de construire est une autorisation en lien avec une surface de plancher à créer. Ils ont respecté au mètre près la surface qu'ils avaient déclarée et pour laquelle ils avaient une autorisation. Laissez-moi terminer. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que ce promoteur-là est relativement coutumier du fait. Il n'a pas fait ça qu'à Servon, il a fait ça à d'autres endroits en France. Et c'est vrai que nous avions autorisé un permis pour 69 logements, je crois, pour une certaine surface habitable. Ils en ont fait 91 de plus, avec la même surface habitable, sans changer aucune des façades extérieures. On peut penser que c'était prémédité, en fait. Parce que, comme par hasard, les fenêtres tombaient bien pour réorganiser l'intérieur différemment. Donc, nous avons refusé de délivrer le certificat de conformité, ce qui, entre nous, leur fait à peu près ni chaud ni froid. Et nous les poursuivons pour un problème de place de stationnement. Ce sont les seuls leviers sur lesquels on peut agir. Merci. Merci beaucoup. Juste peut-être, t'as pas dit, t'étais pas sur une association, les Amis du patrimoine de Servon, il y a quelques années où Stéphane Melot est aujourd'hui président, c'est ça? Je crois que oui, j'ai cofondé cette association il y a un certain nombre d'années. Justement, et l'histoire est assez drôle, en réaction contre le programme de Cœur-Servon, pour lequel on estimait qu'il y avait trop de logements, et avec cette association naissante, on s'était battu pour faire baisser le nombre de logements de 80, qui était la prévision initiale, à 69. Et là, on fait quand même 80. On n'a pas de doute à avoir sur ta sincérité, donc à sauver, à défendre le patrimoine. D'accord, merci. D'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie déjà. Une question à poser à M. Bernard. À M. Bernard? Oui. Alors, vous voulez le micro, monsieur? Moi, je m'appelle Le Guillou. Oui. Je voudrais poser parce que ce monsieur, je l'accuse d'être un raciste. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Alors, c'est... D'accord. Oui, je crois, monsieur, que vous êtes... Attendez, vous êtes dans une liste opposée. Non, je ne suis pas d'une... Moi, je suis sur aucune liste. Monsieur, alors... Je m'appelle Le Guillou. Trouvez mon nom sur une liste. Bonjour. Alors, excusez-moi, monsieur. Monsieur, j'ai juste commencé. Je suis désolé, je ne vais pas vous laisser parler si vous êtes comme ça. Non, pas du tout. J'ai dit relation apaisée, monsieur. Donc, on s'adresse aux gens poliment, normalement. J'étais poli. Voilà. Et on ne les insulte pas.
on ne leur envoie. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, les gens ne vont rien savoir, monsieur. Vous allez, non, mais vous n'allez pas effectivement décider que cette personne, elle est blanche, elle est noire, elle est rouge. Non, ça m'est égal. Vous n'avez pas à simplement venir préciser. Non, les gens n'ont rien à savoir, monsieur. Ce que les gens vont savoir, non, ce que les gens vont savoir, c'est votre vérité à vous, monsieur. Donc, votre vérité à vous, j'ai pas besoin de la savoir. Si c'est dit comme ça, j'ai pas besoin de la savoir. Si vous êtes apaisé, si c'est... Voilà. Donc, moi, je suis apaisé, ça fait plus de 40 ans que ça sort. D'accord. Écoutez, si vous avez mis 40 ans pour le faire sortir, je pense que vous attendrez peut-être 1 an ou 2 de plus. Alors là, ce ne sera pas plus mal. On s'en portera pas plus mal. Voilà. C'est le moment de savoir qui est ce monsieur. Oui, ce monsieur, c'est quelqu'un que je connais de moi depuis 1 an seulement, 1 an et demi, et c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines, et c'est quelqu'un qui, pour moi, est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Donc, écoutez, voilà, vous avez votre perception, monsieur. Voilà. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose de passer au verre de la mine. Excuse-moi, Christophe, je t'en prie, clôture, c'est toi qui clôture.